Donc, moi, je suis Alexandre Chenette, j'enseigne l'éthique et la philo au secondaire depuis plus de 10 ans. Puis là, j'ai rejoint l'équipe, dynamique équipe du Récit national, l'intégration du numérique en éducation à travers la province. Puis, c'est ça, aujourd'hui, je vais vous parler Ah, non, ça peut pas. Ça peut pas vivre sans le partage d'écran. Donc, allez voir la présentation, j'en supplie. Suivez parallèlement, puis je vais vous parler, je vais dire le propos de la présentation, puis vous pouvez la consulter. Donc, si vous suivez, vous pouvez aller voir, dans le fond, l'exemple que ça donne. En 2020, ça a fait 10 ans que les gens ont parti le projet Minecraft Middle-earth, les terres du milieu. Pendant 10 ans, ils ont recréé bloc par bloc dans Minecraft toutes les terres du milieu, puis allez voir, là, c'est comme vraiment impressionnant. Donc, le jeu, ça engage. Les jeux vidéo, on a le goût d'y être, on a le goût d'y passer beaucoup de temps. Plein de gens ont le goût d'être engagés. Si on fait une comparaison qui est faite par la chercheuse Jane McGonigal, dans le fond, on joue avant l'âge de 21 ans en moyenne, on va avoir joué 10 000 heures de jeux vidéo avant l'âge de 21 ans. 10 000 heures, c'est l'équivalent approximatif en Amérique du Nord de ta 5e année du primaire jusqu'à la fin de ton secondaire. Au fond de ton parcours, c'est 10 000 heures que tu passes sur les bancs d'école. Donc, c'est deux activités qui se vivent comme ça, qui ont longtemps ils se sont vécues en parallèle. Moi, quand j'étais petit, dans le fond, console Nintendo, tu faisais tes devoirs, tu allais à l'école, puis après ça, tu étais là, puis si tu voulais jouer aux jeux vidéo, si tu voulais gamer un peu, ça se passait. Ça a été longtemps distinct. Là, il y a l'école, il y a le travail, puis il y a le plaisir, puis c'est d'autres choses. Puis là, mais ça fait quand même, depuis les 5 dernières années, les deux, la frontière devient de plus en plus poreuse entre le monde du jeu puis le monde de l'apprentissage, de l'école. Donc, ça devient de plus en plus trippant d'apprendre. Puis, aujourd'hui, en fond, le but, c'est de se demander qu'est-ce que l'industrie du jeu vidéo, du game design en général, peut apprendre au monde de l'éducation. C'est un monde, des fois, hermétique, un peu l'éducation. On ne va pas voir ce qui se fait comme recherche. Il y a plein de choses qui sortent en psychologie dans les dernières années, puis dans le monde du jeu, dans le game design. Donc, aujourd'hui, en fond, c'est ça le but de l'atelier un peu. On va voir qu'est-ce que c'est qu'on peut en apprendre, en retirer et vice-versa. Donc, les 3 étapes de la présentation. Au début, je vais parler un peu du jeu vidéo, ce qu'elle porte. Après ça, je vais me concentrer, puis ça va être le nerf de la guerre, parce que dans le fond, le but de la présentation, c'est de retourner à l'être humain. Ce n'est pas le jeu pour le jeu. Le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est de se concentrer sur nos élèves. Puis, en comprenant mieux les mécanismes de la psyché humaine, puis les mécanismes du cerveau, puis la motivation, puis l'engagement, bien, je vais vous donner des astuces à la fin. Dans le fond, ça va être le bout de école, des trucs, comment on peut, ce qu'on apprend là-dessus, comment ça peut s'appliquer dans notre pratique, comment on peut ludiciser l'apprentissage, le rendre plus intéressant, plus trippant pour tout le monde. Donc, le jeu vidéo, c'est plus que des points et des badges. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler du principe de ludification. C'est la traduction française de gamification. C'est d'utiliser des mécanismes associés au jeu dans un autre contexte que le jeu vidéo, par exemple. Donc, si vous avez des systèmes de récompenses, de badges, de niveaux, de points, tu as une petite étoile, tu montes des choses, tu peux t'acheter des affaires quand tu as réussi. Il y en a qui font ça avec l'entraînement, mettons, ils vont monter des échelons. Il y a des compagnies qui ont des cartes de récompenses. Il y a des sites Internet qui vont mettre en place des mécaniques de ludification. Moi, j'invite aujourd'hui, dans le fond, à peut-être changer ce terme-là ou ça va être une autre approche. C'est pour ça que je parle de ludiciser puis ludicisation. Parce que quand ça a été la grosse mode en 2011, là, tout le monde s'est lancé, la ludification, c'était la grosse affaire, puis tout le monde s'embarquait. Mais rapidement, parce qu'il y a plein de compagnies qui l'ont peut-être mal compris ou qui voulaient voir comment on peut faire du profit avec ça, ça a une certaine mauvaise réputation dans le sens que les gens ont commencé à mettre des points, des badges, des niveaux comme ça. Ils ont claqué ça sur des produits qui ne sont pas nécessairement trippants, mais pour rendre ça plus, faire de la ludicisation, puis comme, ça marche la ludicisation, on va mettre des points et des badges. Ben, c'est devenu pour bien des gens une espèce de motivation extrinsèque. Tu le fais pour avoir tu achètes plus de café Starbucks pour avoir ta petite étoile qui pop, des choses comme ça. Donc, c'est pas la motivation extrinsèque, c'est pas quelque chose qui est très périn puis très c'est pas la meilleure forme de motivation. Ultimement, ce qu'on veut stimuler, c'est la motivation qui est intrinsèque. Là. On veut que l'élève ait le goût d'apprendre et qu'il veut continuer, que ça se poursuive, pas apprendre parce qu'il va avoir le petit étoile, le petit nanan à la fin. Donc, mais ça, c'est cette réputation-là avec la ludification, la gamification.
Mais pourtant, tu sais, le jeu vidéo, là, les joueurs, là, ils ne jouent pas à cause. Oui, le jeu vidéo met en cause ces mécaniques-là, mais le joueur, là, il ne joue pas juste pour avoir son badge et son point. Là. Il est profondément immergé, il est dans le jeu. Donc, la motivation intrinsèque du jeu vidéo, elle est présente, il ne faut pas l'oublier. Pas du tout, parce que s'il y a quelque chose que tu fais pour le plaisir de le faire en soi, c'est bien jouer à des jeux vidéo. Donc, la ludicisation, dans le fond, c'est l'idée, dans le fond, de rendre ludique une activité d'apprentissage, c'est d'adopter une attitude ludique, d'où le titre d'atelier aujourd'hui. Donc, la petite nuance que je fais entre les deux, là, le ludification, appliquer des mécaniques de jeu, ludicisation, rendre quelque chose plus trippant, plus fun, plus motivant. Le jeu vidéo, en 2020, ça a été 179,7 milliards de dollars américains. Vous pourrez voir, là, si vous êtes rendu à cette diapo-là, la progression depuis les années 70, ça ne cesse de grossir. On parle de la culture du jeu. Si vous avez des élèves primaires, secondaires, vous savez que c'est extrêmement présent. Garçons, filles, on est à la parité maintenant, on est à 50-50% de la population, tout le monde y joue. Donc, vraiment, c'est un phénomène extrêmement en croissance. Ça a battu, c'est plus populaire que l'industrie de la musique et du cinéma combiné. Ça a battu dans le e-sport à peu près toutes les sortes de sports, sauf le football américain puis le soccer. Puis c'est prévu que ce soit dans les prochaines années. 73% des Américains se déclarent joueurs. 73% des Américains jouent à des jeux vidéo. 60% des Canadiens se déclarent joueurs, gamers. Puis ça, c'est un bond vraiment impressionnant en seulement 2 ans. Là. Maintenant, il n'y a plus cette espèce de cliché. Là, quand j'étais petit, les jeux vidéo, c'était un peu geek, puis c'était pas comme si hot que ça de jouer à des jeux vidéo. Je sais complètement le contraire, dans le fond. C'est comme les joueurs, les rejets qui jouent aux jeux vidéo. Maintenant, si tu n'as pas le jeu vidéo, tu n'es pas capable de te connecter et d'aller socialiser avec les autres, c'est là que tu es le rejet. Donc, ça a vraiment changé d'un bord à l'autre en peu de temps, depuis que j'ai quitté le secondaire. Et là, le confinement de 2020 a fait exploser le jeu vidéo. Donc là, c'est les données les plus récentes que j'ai pu mettre la main pour l'instant, mais on peut imaginer que ça a vraiment augmenté. Donc, 61%, je disais 60, c'est rendu 61% des Canadiens. Ça touche, c'est très, très populaire. Tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une couple d'années, Fortnite, c'était la grosse affaire. Tout le monde me disait, ah mon Dieu, que c'est gros Fortnite. Quand il y avait 78 millions de joueurs en un mois, mais si on prend juste le mois de juillet 2020, en confinement, c'était 150 millions de joueurs qui étaient branchés sur Roblox. Et tu sais, si vous êtes en éducation, oui, vos élèves vous ont parlé de Roblox, abondamment, ou si vous êtes parent, peut-être. Mais dans les médias, ça n'a pas fait le même tollé que Fortnite à l'époque. C'est une double, c'est encore plus populaire, ça n'arrête pas de grossir. Puis ça montre bien deux pôles quand même là, du jeu vidéo. Tu as Fortnite qui met à peu près tous les mécanismes d'addiction, les mécanismes de rétention du temps et d'argent, aussi de l'augmentation du temps. Donc, tous les mécanismes plus nocifs du jeu vidéo sont à côté. Puis tu as Roblox qui est dans la créativité, la socialisation, la collaboration, l'immersion. Tu sais, c'est vraiment deux jeux qui peuvent, de l'externe, quand tu ne connais rien, avoir l'air assez semblables. Les jeunes triplent là-dessus, mais on est complètement ailleurs. Donc, c'est extrêmement varié, le jeu vidéo. Donc, je fais la parenthèse, dans le fond, je dis le jeu vidéo, là, mais il existe toutes sortes de jeux. Là. Ça va des jeux mobiles à la réalité virtuelle. Là, le jeu, c'est social. Donc, la revue American Psychologist dit que les jeux sociaux offrent aux jeunes des expériences sociales, cognitives, émotionnelles, immersives et captivantes. Il y a de plus en plus de recherches sur les bienfaits du jeu vidéo et qu'est-ce que ça peut développer. Et là, je vais juste faire en parenthèse que je suis complètement conscient des autres aspects du jeu vidéo. Puis on a développé des activités d'apprentissage pour faire réfléchir les jeunes là-dessus, à vous de jouer. Donc, tout ça, ce n'est pas le but de l'atelier aujourd'hui, mais sachez qu'on fait de l'éducation à la citoyenneté à l'ère du numérique avec les enjeux liés aux mécaniques du jeu vidéo et la dépendance du manque de sommeil. Donc, tout ça, ça existe, on en est conscient. Le jeu est rendu partout avec la réalité augmentée, la réalité mixte. Si vous avez eu la série Witcher, maintenant, c'est comme un Pokémon Go, dans le fond, où tu commences à battre le boss. C'est ça que ça veut dire, de battre le boss, ça ne veut pas dire battre son patron. C'est dans un jeu, battre le boss, c'est battre le monstre final. Donc là, ils peuvent apparaître dans ton environnement. Donc, on quitte la frontière de la console puis
de chez soi pour se déplacer dans le monde puis poursuivre le jeu vidéo. Le e-sport extrêmement populaire, les chaînes de e-sport n'arrêtent pas d'augmenter. On en parle de plus en plus, la possibilité que ce soit olympique. Ici, je vous ai mis le viewership là, du e-sport. Et le jeu vidéo, ça permet de régler des problèmes qui ne sont pas seulement virtuels. Pendant 15 ans, les scientifiques avaient un problème avec qu'ils n'arrivaient pas à résoudre face au sida. Puis, l'Université de Washington a décidé de transformer ça en un jeu qu'ils ont appelé Foldit, qu'ils ont mis en ligne, un jeu gratuit. Tout le monde est invité à y participer, là, des gens qui n'ont aucune formation scientifique. Puis, ce sur quoi les scientifiques se butaient depuis 15 ans, ça a pris 3 semaines aux joueurs, juste de le faire, de transformer sous forme de jeu comme ça, puis de puzzle, puis d'essayer de résoudre une énigme. Ils se sont mis qu'en 3 semaines, ils ont réussi. Donc, ils ont recréé l'exercice l'année dernière avec le SARS-CoV-2, la COVID. Mais finalement, les vaccins sont arrivés plus vite que l'aide que les joueurs ont pu y apporter. Le jeu, c'est aussi sérieux. Il y a plein d'affaires comme le Uncensored Library de Reporters sans frontières où ils ont recréé dans Minecraft pour 16 différents pays qui n'ont pas accès, qui ont beaucoup de censure. Ils vont déposer des articles qui ont été censurés. Donc, via Minecraft, ils peuvent aller lire, aller consulter des nouvelles de différents pays où la censure ne permet pas de le faire. Donc, il y a plein d'initiatives vraiment trippantes avec le jeu vidéo et les métavers, comme ça, les univers en jeu vidéo. Donc là, on peut se questionner comment ça se fait qu'il y a autant de monde sur la planète qui consacre autant de temps, autant d'efforts à résoudre des problèmes virtuels, puis qu'il y a un petit devoir de rien. Ça ne se fait pas des fois. Donc, il y a des choses qu'on peut apprendre. Entre autres, le jeu vidéo est très, très fort pour utiliser l'idée d'épreuve et de tentative. Tu sais, en classe, il y en a qui vont faire des échecs puis ils vont abandonner. Ils n'auront pas le goût de recommencer. Je ne suis pas bon. Hein, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la clé. Tu sais, les deux affaires, c'est le sentiment d'efficacité personnelle puis l'effet prof là, en éducation. C'est essentiellement ça les plus puissants motivateurs. Et donc, il y en a qui abandonnent comme ça, mais ils vont être sur la console, puis ils vont tomber dans le ravin, puis ils vont recommencer, ils vont vouloir progresser. C'est quoi cette idée-là? Dans le fond, le jeu vidéo est très, très bon parce qu'il y a une rétroaction qui est très, très instantanée. Ce qu'on appelle l'effet Super Mario, dans le fond, c'est que tu vas te concentrer sur le but final à dépasser, d'aller au-delà. Tu te concentres plus sur la princesse dans Mario Bros que sur les trous, sur les ravins, sur les bébites qui vont t'arrêter. Ils voient ça comme un défi. Puis, c'est ça, nous, on n'est pas capable, on a bien de la misère à leur donner la rétroaction instantanée. Hein, avec la pile de correction qu'on a, ça va à la semaine prochaine, mon petit pit, je suis désolé. Donc, le jeu vidéo, lui, surtout que tu fais une erreur, tu le sais, puis tu peux te corriger, tu peux t'auto-corriger. C'est très, très, très puissant que ce qu'on appelle l'effet Super Mario. Le jeu se transporte. Moi, je ne suis pas un gamer en passant. Je joue essentiellement à une série de jeux vidéo là, quand j'ai le temps. Mais je m'y intéresse quand même beaucoup. Puis, j'ai eu d'excellents souvenirs, des bons moments de quand j'étais jeune où j'ai joué, par exemple, à Zelda. Puis, même avec les graphiques de l'époque, c'était déjà immersif. On était déjà dedans puis on voulait le battre. Ils ont étudié le phénomène, évidemment. Puis, Gabriel Trépanier-Jobin de l'Université du Québec à Montréal, dans le fond, l'affaire avec le jeu vidéo, c'est la triple immersion. Tu as l'immersion fictionnelle que tu vas retrouver dans un film, dans un bouquin. Donc, même pour tous les divertissements. Tu as l'immersion sensorielle, puis tu as l'immersion du défi, ce que je parlais justement. Donc, en combinant ces trois aspects-là, ces trois facteurs d'immersion-là, on se retrouve avec un divertissement qui est extrêmement immersif et extrêmement motivant et extrêmement populaire et de plus en plus. De plus en plus, ces jeux-là stimulent la créativité. L'autre, le jeu le plus populaire de la planète, c'est Minecraft, parce que tout est possible. Là. Tu pars, puis tu laisses aller ta créativité. Donc, voilà. Là, c'est ça que je voulais clarifier. Là, le but, c'est pas de vous dire faites des jeux vidéo en classe, amenez du jeu dans votre pratique. Non. Au contraire, c'est très. Je travaille beaucoup sur cette notion-là, puis c'est vraiment pas clair qu'il y a des bienfaits, puis ils en consomment déjà énormément à la maison. Je suis vraiment pas pro à jouer encore plus à des jeux vidéo, pas du tout. Au contraire, je suis comme, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, au lieu de quitter des mécaniques qui sont game-centered, comme je parlais tantôt avec la ludification, la gamification. Détournons l'idée d'avoir les mécaniques de jeu, d'objectifs, de règles, de récompenses, de choix. Moi, je vous invite à un nouveau paradigme de ludicisation
que ce soit plus human-centered, centré sur l'être humain, sur l'individu, sur les réels facteurs psychologiques d'engagement, mais que ce soit positif, parce que nous, notre but, ce n'est pas de leur vendre des affaires, là, au contraire. C'est qu'on tripe ensemble, qu'ils aient le goût d'apprendre, puis tout le monde ait du fun. On veut qu'ils progressent, on veut qu'ils avancent, on veut qu'ils croient à leur potentiel. Donc, nous, c'est une valeur positive d'éducation. Donc, voilà. Et cette notion-là de l'humain au cœur des mécaniques, c'est pas nouveau, dans le fond. On le connaît, puis ça se répète dans tous les ateliers probablement qui se font au sommet du numérique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la typologie de Bartle. Ça fait longtemps que ça existe, dans le fond. C'est qu'il y a 4 grands types, là, on peut varier dans ces types-là de joueurs. Souvent, les gens, quand ils pensent jeux vidéo, ils pensent aux gens qui le prototype qu'on appelle le killer, le tueur, celui qui veut des points, des badges, qui veut se battre, mettons les first-person shooters, les jeux de tir, qui est comme vraiment intense et compétitif, mais c'est vraiment pas tous les joueurs qui sont comme ça. On a des joueurs, des socializers, le social, c'est pour la collaboration, pour l'interaction, pour l'esprit. Il y en a qui c'est ça qu'ils vont rechercher dans les jeux vidéo. Il y a les explorateurs qui sont là pour découvrir, être immergés. Puis il y a les achievers, les collectionneurs qui veulent avoir tout ce que tu peux avoir comme trophée, aller chercher tous les items. Tranche de vie, moi, là, je suis complètement un explorateur. Tu sais, les jeux vidéo que je joue, c'est les jeux Assassin's Creed, dans le fond, parce que j'ai le goût d'être en Grèce antique, en Égypte. Puis je check le monde. Je ne fais pas les quests, je ne fais pas les quêtes. Je fais juste regarder le monde vivre, puis interagir, puis écouter la nature et la vie, des choses comme ça. Donc, moi, je suis complètement un explorateur, alors que mon ami d'enfance, lui, c'est un collectionneur total. Il faut qu'il finisse le jeu à 100%, puis il ne va pas commencer un jeu parce qu'il sait qu'il va être consacré trop de temps. Il y a trop de choses à faire parce que c'est un completist, il veut tout finir. Donc, les gens ne vont pas chercher toute la même chose dans le jeu vidéo, pas du tout. Donc, ce problème-là avec le game-centered, human-centered, il a été perçu par un des pères de la ludification qui s'appelle Yu Kai Chao, qui, lui, il a travaillé fort pour remettre ça au centre, remettre l'humain au cœur de tout ça. Et il a développé un modèle, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, qui s'appelle l'Octalysis, l'Octalyse, dans le fond, en 8 grands principes. Il a retourné ça aux 8 core drives qu'il appelle les 8 principes principaux de motivation humaine. Et on va les traverser ensemble. Dans le fond, je vous en parlais, j'en fais un petit résumé, puis évidemment, vous pouvez aller en lire davantage sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui existe dans les jeux vidéo qui fait que c'est aussi motivant pour l'être humain? Un, c'est le sens épique et la vocation. L'idée qu'on ait été appelé à faire quelque chose de plus grand, qu'on participe à quelque chose de plus grand que nous, qu'on est le héros. Ça, c'est extrêmement présent depuis les premiers jeux vidéo. Il faut sauver la princesse, il faut sauver le monde, il faut battre le boss. On se lance dans quelque chose, puis je suis motivé. On a besoin de ça, les êtres humains. De plus en plus, les gens vont refuser des emplois, ils ne vont pas se développer, puis ils ne vont pas sentir qu'ils sont en train d'être le meilleur eux-mêmes, qu'ils sont en train de participer à l'avancement de la société. Moi, c'est un motivateur extrêmement puissant dans ce que je fais avec la citoyenneté à l'ère du numérique, l'idée qu'on puisse aider la société. C'est extrêmement motivant, ça donne le goût de travailler. Donc, un, c'est le sens de motivation. Le développement et l'accomplissement, ça, c'est le core drive qui est le plus proche de ce qu'on parlait tantôt avec les niveaux, les badges, les trucs. C'est l'idée quand même de se développer, de s'accomplir, de monter, de voir notre progression. Ça s'apparente beaucoup en éducation au sentiment d'efficacité personnelle. Parce que la grosse découverte que j'ai faite sur la motivation, pour vrai, quand j'étais en classe, je pensais que plus tu étais motivé, plus tu étais bon à l'école. Alors que la recherche dit que c'est le contraire. Plus tu es bon à l'école, plus tu es motivé. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je vais mettre le coup de marteau là-dessus, là, c'est vraiment plus tu as des succès, après ça, tu deviens motivé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion-là de flow, on parle depuis quelques années. Quand même intéressante. Vous voyez, dans un axe, il y a le niveau de compétence et le niveau de défi. Bien, un jeu vidéo, dans le fond, puis tout, un sport, whatever, tu veux trouver le bon équilibre pour être dans le flow. Le flow, c'est la zone, c'est que genre, tu y vas, là, puis tu comptes plus le temps, tu vois plus le temps passer, tu oublies de manger, tu oublies, tu sais, vous avez sûrement une activité comme ça, que ce soit la lecture ou une forme de sport ou les jeux vidéo ou faire des Geniali, n'importe quoi. Quelque chose que vous tripez puis vous ne voyez pas le temps passer puis pour vous, ce n'est pas du travail. Donc, on voit comme ça, tu sais, ça balance entre l'ennui. Si c'est trop tough, tu
ça va faire de l'anxiété. Puis donc, c'est cette balise-là et trouver le juste milieu pour aller chercher le flow du plus de gens possible. 3, l'autonomie créative et la rétroaction. C'est ce que je faisais référence, entre autres, avec Minecraft ou Roblox, des jeux de création. Et la rétroaction qui est instantanée, l'essai-erreur aussi. Donc, si on peut mettre à profit notre créativité humaine, c'est là qu'on est vraiment, qu'on tripe. Il y a plein de gens qui sont attirés par le jeu vidéo pour leur contribuer. Ça aussi, moi, j'aime bien mieux. Quand j'étais jeune, dans le fond, je ne jouais pas tant aux jeux vidéo non plus. Mais il y a un truc qui s'appelait RPG Maker, où là, tu faisais ton espèce de Final Fantasy. C'est toi qui créais tes histoires, tes personnages, tes interactions. Ça, j'ai passé beaucoup de temps à créer des petits jeux vidéo. Comme ça m'allumait énormément. Puis c'est le cas de plein de gens. Puis après ça, qui échangent leurs jeux vidéo. La propriété, la possession. Ce qu'on possède, ce qui est à nous, on préfère vraiment de loin. Il y a cette test-là en psychologie, dans le fond, il montre une tasse à quelqu'un, puis il dit combien tu vendrais cette tasse-là. La personne est comme 3 piastres. Mais après ça, ils font comme hey, ça, c'est ta tasse, là. Tu sais, combien il faudrait qu'on te paye pour que tu t'en départisses, pour que tu la laisses aller. La même tasse, là, dans le fond. Puis là, essentiellement, c'est à peu près le double d'habitude. Ils vont dire hey, pour vrai, en bas de 6 piastres, je ne la vendrai pas. Tu sais, donc, on a évolué pour posséder, puis on est les descendants de ceux qui ont réussi à conserver le plus de nourriture, puis on a un appât du gain comme ça. Donc, ce qui nous appartient, on a le goût de l'améliorer. Donc, ça se transmet dans les jeux vidéo, dans le fond. Il y a plein de jeux qui sont complètement gratuits, puis les gens payent des fortunes pour juste changer le skin, qu'ils appellent, l'apparence, qui n'a aucun impact sur le jeu. C'est juste le look de ton bonhomme. Tu vas avoir la cool, tu veux l'augmenter, ou ta maison, ton espace, comme ça, les gens vont être prêts à payer beaucoup. Donc là, c'est peut-être moins négatif s'il y a des coûts à ça, mais savoir qu'on a ça, dans le fond, ça va rejoindre tout ça, des biais cognitifs aussi qu'on peut avoir. L'influence sociale et la connexion, j'en ai parlé. Donc ça, il y a, oui, la collaboration, il y a aussi l'aspect de la compétition, la convoitise, l'acceptation sociale, c'est tout présent dans ce genre de dynamique-là. 6, la rareté et l'impatience. Et ça, pour mousser l'intérêt, dans le fond, c'est pour un temps limité, plein de personnes utilisent ça. S'il y en a très peu, les gens vont se garrocher. Dans le fond, c'est une édition limitée. Donc ça, on retrouve ça dans les jeux vidéo aussi. 7, c'est l'imprévisibilité et la curiosité. On est curieux, les teasers, les trucs de comme ça me donne le goût d'en savoir plus. Quand ça devient trop routinier, vous savez, en classe, de toute façon, ça devient un peu dull, là, tu fais une petite surprise comme ça, tu changes la donne, puis là, ça rebooste la motivation. Mais c'est ça, c'est ce core drive-là que ça vient chercher. Peur de la perte et de l'évitement, on ne veut pas. On a le FOMO, le fear of missing out, la crainte de passer à côté de l'occasion unique. On veut, si tout le monde le fait, on a le goût de le faire, puis on ne veut pas passer à côté de quelque chose, essentiellement. Puis, des fois aussi, le peur de la perte, on va continuer à investir dans quelque chose, une carrière, une idée, un projet qu'on a déjà mis bien de l'argent. On a tellement investi qu'on s'aveugle et on poursuit comme ça, alors que logiquement, il faudrait que ça arrête, mais on a tellement cette peur-là de la perte qu'on va poursuivre. Et voilà, c'était dans le fond extrêmement rapidement. Là, vous pouvez passer beaucoup de temps à approfondir les 8 core drives de la Octalysis, de l'Octalyse. Maintenant, essentiellement, je passe vite parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler d'éducation puis comment ces connaissances-là peuvent être appliquées dans notre milieu. Puis je vais laisser aussi un peu de temps peut-être pour si vous avez des questions. Donc, je vous lance plein d'astuces comme ça qui font des parallèles avec les core drives dont on a parlé. Donc, inventer des scénarios en classe. OK? Mettons, tu as une activité de discussion, de dialogue, d'échange comme ça, bien là, ça devient bang, une apocalypse de zombies, on est dans un bunker, il faut choisir qui va rester, qui va pouvoir avoir la chance d'être dans le bunker. Tu sais, quand tu as l'idée qu'on va sauver l'humanité, c'est juste une façon de changer la donne, d'approcher votre projet. Fait que, tu sais, c'est le projet que vous avez, mais vous y apportez une twist tripante, ludique, intéressante, scénarisée. Vous voulez faire un projet sur les changements climatiques, bien là,
mise en situation. Une ville a été rasée par un ouragan à cause des dérèglements climatiques. Chaque équipe est une firme qui doit proposer sa ville écologique. Après ça, donc, on va en faire un. Tout est possible. Là. Inventer des scénarios, là, les jeunes, vous savez de toute façon, si vous le faites, là, que c'est complètement différent. Présenter le même projet de façon beige, puis le présenter comme une mise en situation, ça vient de changer la donne complètement. Morceler en défi réaliste. On l'a dit, les jeux vidéo sont extrêmement bons pour ça, de prendre le joueur par la main. Puis, au début, c'est pas extrêmement. Si c'est trop tough, il y en a plein qui vont abandonner. Donc, il y a des tutoriels, on va te faire des petits trucs faciles, on va te donner du sentiment de confiance. Wow, t'es bon, t'as réussi ça, wow, des petites tâches. Donc, cette pente-là en éducation, elle est extrêmement importante avec ce que je parlais tantôt sur la motivation. Ce que nous disait Steve Masson, dans le fond, c'est de là que j'ai lu les études auxquelles il fait référence. Puis, effectivement, c'est vraiment ça, là, de partout ça pop, c'est vraiment comme plus tu es bon à l'école, plus tu as des réussites. Fait que morceler ça. Nous autres, c'est pour ça que nos activités sont toutes séparées en petits défis, en petites bouchées où tu fais comme hey, je l'ai fait, yeah, j'ai réussi le prochain. Donc, morcelez vos trucs. Pour vrai, juste de transformer comme le gros document à remplir à séparer ça de. Moi, je suis vraiment comme sur la trame, de construire avec les élèves. C'est extrêmement puissant pour la motivation. Faites-leur vivre des réussites dès le début de l'année. Vous allez voir que la motivation va grimper. Offrez des choix. Laissez-leur décider. Des options, les embranchements. T'sais. Puis ce qui est cool, ce qui est drôle quand même avec la recherche, c'est que c'est même pas d'avoir plein de choix qui est motivant. C'est de croire que tu as le choix, que tu as un impact. Fait que, on s'entend, on n'a pas beaucoup de temps comme prof. On ne peut pas créer 3 options possibles tout le temps. Là, fait que ça se peut très bien que votre embranchement décisionnel, ça revienne que tout le monde se retrouve à la même place. C'est bien correct parce que l'idée, c'est que ce soit eux autres qui pensent qu'ils ont le choix. Ça va les motiver davantage. Donc, donner des choix, laissez-leur décider, c'est vraiment fort. Donner un espace créatif personnel aux élèves. Ça, c'est quelque chose que je faisais, mais que je ne savais pas pourquoi ça marchait autant. Dans le fond, je me suis rendu compte par hasard, c'est que pour mon cours, dans le fond, chaque élève avait à l'époque son Wix. Aujourd'hui, ce serait un Google Site parce que c'est gratuit et c'est super facile à produire, dans le fond. Puis tout ce qu'ils devaient faire, ils allaient le déposer sur leur site. Puis moi, c'est ça que j'allais chercher, j'allais évaluer, dans le fond. Fait que c'est super simple pour eux autres. Mais tu sais, quand c'est ton site à toi, ton espèce de portfolio individuel, bien là, les jeunes, ils voulaient le pimper, ils voulaient l'améliorer. Puis l'idée, dans le fond, moi, on faisait de la philo aussi, c'est que à la fin de l'année, souvent, le cahier est brûlé ou il disparaît. C'est bien rare qu'ils vont consulter les cahiers de l'année précédente, mais le site Internet, là, qui ont construit, qui ont mis de l'amour, qui ont voulu le rendre vraiment hot, puis il y en a qui m'écrivaient, dans le fond, ils poursuivaient au cégep, puis plus tard, puis continuaient à alimenter, pas tous, on s'entend, il y en a une grosse partie que au moins la moitié, ils n'ont peut-être pas retouché par après, mais par exemple, ils ont vraiment travaillé fort, puis ils vont rajouter des choses au-delà. Ultimement, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils en fassent plus que ce qu'on leur demande. Fait que ce genre d'exercice-là, ça permet ça. Un coup de circuit là, pour la collaboration. Moi, dès que Sean Young a sorti ça, Classcraft, là, au début, c'était pas de Sherbrooke. Moi aussi, j'étais avec les 4-5, lui, c'était en chimie physique. Puis, c'est vraiment une cool plateforme. Puis, on pourrait croire de l'extérieur, si vous entendez quelqu'un parler de Classcraft, ça peut avoir l'air d'une motivation extrinsèque de mécanique. Ah, ils ont des points, ils ont des niveaux, nanana. Oui, ça a l'air de ça, mais moi, je l'ai fait avec mes jeunes. Là, puis, c'est pas ça qui me fait triper le plus dans l'exercice, puis ça pourrait prendre le bord, limite, là, parce que c'est vraiment l'idée de collaboration. D'être ensemble, d'avoir des quêtes, des défis, de battre le boss, parce que, tu sais, quand il y a des questionnaires, c'est toute la classe qui fight, puis ils s'entraident entre eux. Tu sais, moi, je l'ai fait, là, je pensais que mes élèves ne tripperaient pas tant que ça, parce que l'esthétique est quand même plus jeune, plus primaire, peut-être début secondaire. Moi, c'est des 4-5 d'écran. Fait que je le faisais un peu tongue-in-cheek. Je disais, on l'essaye, tu sais. J'ai été vraiment surpris. Il y en a plein qui voulaient pimper leur bonhomme, là, comme, qui était intense là, dans ça. Ça les a motivés. Tout. Fait que vraiment, l'impact sur la collaboration, c'est. Je vais juste leur confirmer que tout est beau, que vous voyez bien mon écran. Voilà, donc rapidement, enfin, ils créent leur avatar, puis il y a une progression à travers toute l'année, comme ça, ils peuvent monter les niveaux, ils peuvent avancer. Puis il y a un truc qui n'était pas là quand je l'ai utilisé, mais qui est présent maintenant, c'est la notion de quête, l'arborescence. Comme ça, quand je disais des choix, tu sais,
Fait que là, ça, je parlais des jeunes qui l'utilisaient, tu sais, puis des profs aussi, c'est que quand tu as une tâche à faire, ils vont peut-être souvent s'en débarrasser, faire comme OK, c'est fait, je peux-tu faire autre chose. Mais là, juste de l'avoir comme ça, comme une quête, comme ça s'apparente un peu à un jeu vidéo, ben là, tu débloques le prochain, puis là, tu vois les deux prochains sentiers qui apparaissent. Ou si tu as fini tout ce que le monde doit faire régulièrement, ceux qui veulent faire l'extra, ça peut débloquer des chemins de poursuite comme ça. Fait sont comme il y a plus de gens qui sont motivés à en faire davantage avec ce genre de système. Créer l'attente. En début d'année, tu parles des projets qui vont s'en venir, tu finis une unité, puis là, tu dis un petit teaser. Tu n'as pas besoin de faire un cinématique, tu peux le faire, ça va être vraiment hot. Mais juste de donner des hints, des petits indices de ce qui s'en vient, mais ça va chercher les core drives aussi, ça va motiver à faire comme Oh, j'ai hâte au prochain cours. Il n'y a rien de plus puissant pour l'engagement et la motivation qu'il compte les dodos jusqu'à temps que le cours arrive. Là. Donc, utilisez ça. Il n'y a vraiment pas de mal. Là, si ça les motive et ça les fait triper sur ce que vous faites, puis sur l'éducation, puis la matière, puis tout, là, ben, allez-y. Intégrer des éléments de hasard. 20 minutes, ça fait 40 minutes, ça commence à être moins hot. Coup! Ding, ding, changement, retournement de situation. Là, il faut faire attention. Ça marche. Là, si tu ajoutes des éléments nouveaux dans le projet, puis OK, il faut qu'il retourne à la table de dessin. Mais trop le faire, ça crée le chaos, puis l'imprévisibilité, puis de l'anxiété, puis c'est pas ça que tu veux. Ça, c'est vraiment là, intégrer le hasard, mais il faut que ce soit bien fait, dosé, avec équilibre. Parce que si vous commencez à tout le temps les changer de bord, bien, ils vont finir par dire ben là, on commence par rien parce que ça va changer de toute façon, puis il est dur la prof est dur à suivre, le prof est dur à suivre. Donc, vous ne voulez pas ça. C'est vraiment comme à petite dose, c'est puissant, mais sinon, c'est trop. Faites que ce soit une expérience immersive qui est incontournable. Tu sais, le diable est dans les détails, ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire. Ça peut être juste comme un esthétique, mettre de la musique, changer la police d'écriture, créer un univers comme ça. Le meilleur, ça va chercher le faux mot aussi. Là. Il n'y a rien de plus motivant pour les élèves que quand votre cours devient quelque chose d'incontournable, puis il n'a pas le goût de. Il est déçu d'avoir un rendez-vous chez le médecin parce qu'il manque, ou les élèves de l'année d'avant leur disaient que tu as hâte d'aller au projet. Tu veux voir ce cours-là, tu as hâte de faire ça. Quand c'est les élèves entre eux qui font comme Hey, le prochain cours, vous allez triper, là. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, 5 choses que je veux vous aiguiller avant de laisser la parole à mon collègue. À faire attention des astuces. Dans le fond, si vous commencez à le lycée, c'est pas la grosse affaire. OK? Craignez rien, là, l'utiliser, c'est pas recommencer, c'est pas comme je passe tellement de temps sur ma planète. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout brûler ça. Non. Tu pars de ce que tu as, puis tu twistes un peu. C'est juste un angle, c'est juste une façon de faire, une façon de penser, d'être dans un mode ludique. Vous allez voir, ça peut commencer vraiment progressivement. Donc, ne stressez pas, pensez pas que c'est la montagne, des petits défis, une petite progression comme ça, une petite trame. L'apprentissage prime toujours. Okay? Le danger avec la ludification, la ludicisation, le jeu vidéo, c'est que le fun remplace l'apprentissage. Okay? Si ils apprennent pas plus ou que ça prend trop de temps, tu ne veux pas ça. Là. Ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent, qu'ils se développent. C'est l'éducation sur laquelle on se concentre. Là. Fait que, gardez ça en tête, c'est votre intention pédagogique, c'est votre apprentissage qui est le plus important. N'imposez jamais un jeu. Parce qu'il y en a peut-être qui vont triper, mais moi, ma tranche de vie, c'est les escape games. C'est la grosse mode, tout le monde capote là-dessus, puis je me sens un peu mal de dire que moi, je déteste ça. C'est pas un facteur de motivation. Moi, ça me démotive complètement. J'ai jamais réussi à passer le premier indice d'aucun escape game. Ça me bloque d'aplomb. I don't care. Fait que s'il n'y a pas d'autre option pour moi de faire des apprentissages, je suis dans la classe, puis il y a juste un escape game, destiné de me perdre aussi. Fait que, pensez aussi que, comme on parlait avec le Bartle, il y a plusieurs types de personnes. Donc, puis, passez pas trop de temps aussi. Attention au ratio temps investi versus valeur pédagogique. C'est ça aussi qui est, personnellement, qui bug un peu avec les escape games, c'est si tu passes comme 3 semaines, toutes tes soirées à créer ça. Si tu as du fun et tu veux le faire, fais-le. C'est fantastique. Mais si tu le fais puis là, tu commences, j'ai vraiment bien gros du temps, tu le fais faire aux élèves,
Ça occupe une demi-heure, ils ont appris moyen, bien là, le ratio temps investi plus valeur pédagogique est nul. Donc, tu veux t'éloigner de ça. Si tu as passé le temps parce que tu tripais, puis que les élèves embarquent, puis qu'ils ont façon d'avoir accès aux apprentissages aussi, des alternatives, ça peut être vraiment fantastique. Mais je veux juste rappeler, dans le fond, faire attention. Les élèves ont du temps. Nous, on n'a pas de temps. Les élèves ont du temps. Fait qu'eux autres, faites leur enfer, ils vont triper. Donc, si j'ai appris quelque chose dans ma carrière, c'est bien que les adolescents ont énormément de temps. La ludicisation, ça se fait aussi bien à distance qu'en présence et c'est peut-être encore plus important parce que le gros problème de l'enseignement à distance, c'est la motivation et l'engagement. Ça devient vraiment une façon, tu sais, qu'il ne va pas l'oublier de cliquer sur son lien, sur son cours. S'il sait que ça va être trippant, puis il a le goût d'y aller. Et ayez du fun. C'est ça le but, là. Okay? Tout le monde s'amuse davantage. Dans le fond, vous pouvez vous poser la question quand vous avez, vous autres, si vous êtes les spécialistes, les experts, les passionnés du sujet, moi, j'aurais-tu du fun, j'aurais-tu du plaisir à faire ce que je demande aux élèves? Si toi, que c'est ta vie, c'est ta matière, puis toi, même tu trouverais ça dole, peut-être qu'il y a façon de faire différent. Peut-être qu'on va retourner à table à dessin, peut-être qu'on veut penser ça d'une autre façon, parce que si toi, tu ne traites pas, c'est clair qu'il y a peu de chances que les autres traitent les élèves. Donc, pour conclure, malheureusement, je n'aurai pas tant de temps pour les questions, mais n'hésitez pas à m'écrire, puis je vais rester ici à la fin. Bon, j'ai fait un petit étude. Dans le fond, Magali Dufour, il y a des enjeux pour à peu près 2 % de la population. Il y a des problèmes de dépendance aux jeux qui sont présents, puis il y a un autre 10 % qui pourrait être à risque dans ça. Donc, on en est très, très, très conscient, puis on travaille beaucoup là-dessus au développement de la personne avec le mandat de la citoyenneté à l'ère du numérique. On voit quelques-uns comme ça, des mécaniques de rétention et de monétisation présentes dans les jeux vidéo. Donc, sachez qu'il y a des ressources comme ça aussi, puis on en développe de plus en plus. Je n'aurai pas le temps de vous parler de temps de citoyenneté à l'ère du numérique. Ceux qui m'ont déjà vu, j'en parle constamment. Mon site Internet. Si vous étiez plus là pour entendre parler de l'utilisation du jeu vidéo en éducation, vous pouvez regarder une présentation que j'ai donnée celle de l'année passée à ce sujet-là. C'est les articles, dossiers que j'ai coécrits avec Martine Rioux sur toute la ludification et la ludicisation. Là, ça va beaucoup plus large, le phénomène. Et les 8 leçons tirées du jeu vidéo pour augmenter la motivation et l'engagement sous forme de texte dans les codes branchés, mais essentiellement, ça ressemble pas mal à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, j'éclore là-dessus. Dans le fond, lorsque les élèves apprennent dans le plaisir, qu'ils connaissent des réussites, développent une relation avec leur enseignant qui, lui ou elle, tripe à son tour, tout le monde gagne. Un climat accueillant, moins de gestion de classe. On n'est pas en train de déranger, on est en train de triper, on est en train d'avoir du fun et d'apprendre. On se retrouve avec un endroit physique ou virtuel où tout le monde a envie de se retrouver et de se développer. Puis je termine avec une citation de Yu Kai Chao, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a élaboré Lactalis. Nous n'avons plus besoin de diviser notre journée entre ce que l'on doit faire et ce que l'on veut faire. Bientôt, tout ce que les gens vont en faire, c'est de passer leur journée à jouer et à grandir. Donc, c'est ce que je fais, puis c'est ce que je vous souhaite, puis que nos élèves vont vouloir faire aussi la grosse majorité du temps. Fait que n'hésitez pas, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à me contacter, là, tous les trucs sont là.